Bonsoir, nous avons, et bonjour, ça dépend de quand est-ce que vous allez suivre la présence. Nous avons pris notre temps, essayé de collecter le maximum d'informations possibles à propos de ces bras de fer entre les États-Unis et le Niger. Il faut souvent éviter d'agir sous l'effet d'émotion, prendre le temps de préparer une analyse, ce que chacun de nous peut peut-être comprendre. Et c'est dans ce cadre que nous avons essayé d'abord de découvrir les causes, quelles sont les motivations principales de cette décision du Niger de demander tout d'un coup le départ des États-Unis. Et de l'autre côté, nous avons essayé de comprendre aussi quelles peuvent être les conséquences, non pas que pour le Niger, mais pour le pays de l'Est et bien sûr pour l'ensemble de la sous-région. D'abord, la décision, elle est soudaine par beaucoup de gens à suivre l'analyse, mais pour nous, elle est sans surprise en fait. Elle est sans surprise parce que c'était attendu. Il fallait d'abord, pour les forces armées du Niger, les fans devaient montrer leur unité. Parce qu'à un moment, il y a eu plusieurs rumeurs qui couraient. Un tel officier avec des Américains, un tel officier avec des Russes, un tel officier avec les pays de l'Est, un tel officier avec ta. Donc il fallait montrer qu'il n'y a pas d'officier nigérien qui soit contrôlé par les Américains. Il fallait montrer que l'armée nigérienne est unie et indivisible. Il fallait ça, cette décision, pour témoigner de l'unicité de l'armée, des forces armées du Niger. Ça, c'est le premier point important, ce que nous avons noté d'après toutes les informations que nous avons essayé de concocter de gauche à droite. Le second point, c'était déjà prévisible, vu que le général Tchani a refusé, qui est le chef d'État du Niger, il a nos salutations, a refusé de recevoir la délégation américaine, parce que cette délégation, c'était déjà pour demander au Niger de surseoir à de telles décisions. Parce que cette délégation qui était venue sans prévenir les autorités du Niger, un comportement qui n'est pas du tout correct. Même si souvent on entrait dans sa propre chambre, si on était dehors, souvent il faut taper à la porte. Ce comportement malveillant, malsain, c'est incompréhensible et c'est inadmissible. Et le Niger a bien fait de recadrer cette délégation américaine. Et là encore, nous n'avons pas voulu agir tout de suite, parce que souvent, les événements, c'est une chaîne. Il fallait attendre. Nous, sans doute, on savait que après ce refus du général Tchani, il devait avoir quelque chose, une décision, soit du côté du Niger, soit du côté des États-Unis. Maintenant, nous avons scindé les causes en deux parties. Les causes lointaines et les causes immédiates de cette décision du Niger. Les causes lointaines. D'abord, la présence des troupes étrangères au Niger n'a pas du tout servi à éradiquer le terrorisme. Bien au contraire, cela a permis de sceller avec les terroristes des contrats jutés. Et Bazoum ne s'en cachait pas, puisqu'il ne savait pas qu'il allait être renversé de la sorte. Et Bazoum ne se cachait pas d'avoir fait libérer des terroristes sans condition souvent. Parce qu'il prétendait que les terroristes étaient plus puissants que les forces armées du Niger. Donc depuis là, comprenez que la venue de ces forces étrangères au Niger n'avait aucun sens pour les Nigériens lambda, pour les soldats lambda du Niger, qui est loin de toutes les combines politico-politiciennes et autres, ou encore même des militaro-politiciennes, parce qu'un homme de rang, de quoi il n'a pas accès à de telles informations. Donc lui ne comprenait pas qu'il ait des soldats américains sur son territoire, mais qu'on ne puisse pas vaincre les terroristes qui circulent à bord des motos. Qu'on ait des Américains avec tous leurs drones au Niger, et pourtant des espaces désertiques, mais qu'on ne puisse pas voir des terroristes qui circulent à bord des pick-up et des motos. Au même moment, s'il y a des nouvelles bases qui voient le jour du côté de l'Ukraine ou bien de la Russie ou bien de l'Iran ou autre, tout de suite les satellites américains repèrent toutes ces bases et autres. Mais pourquoi les satellites américains n'étaient pas en mesure de détecter des terroristes qui circulaient à moto et à bord des pick-up et qui sont dans des petites forêts qui ne sont même pas cachées? Donc ça, c'était incompréhensible. Donc tout ça allait conduire un jour, tôt ou tard, au départ de ces forces étrangères. C'est pourquoi nous avons dit, pour nous, c'est sans surprise. C'était déjà attendu.
Bazoum ne s'est pas caché du pacte avec les terroristes et dire que c'est parce que son armée n'est pas à la hauteur. Donc cette humiliation, ça ne pouvait pas rester. Autre cause lointaine, la venue du général Salif Moudi, à l'époque à la tête de l'armée du Niger, quand il arrivait au Mali, pour essayer de discuter, les deux pays ont une frontière commune, voir comment ensemble on peut combattre les terroristes, sachant que le Mali s'était retiré du G5 Sahel. La seule récompense que ce général a eue pour avoir voulu préserver la vie de ces hommes et de tous les Nigériens, c'était de les remercier. Il a été tout de suite relevé. Et en échange, il y a des généraux qui se transforment en vidéoman, des gens comme les Abou Tarka. Donc là encore, ça présageait que l'armée du Niger allait s'organiser et déposer d'abord Bazoum et ensuite demander le départ des Américains. C'était juste une question de temps. Toujours dans les causes lointaines, le Niger, en se faisant sanctionner de cette manière barbare, ce n'est même pas des sanctions, une agression terrible contre le Niger, une agression économique, politique, et même on menaçait d'une agression militaire contre le Niger. D'emblée, la CEDEAO et les États-Unis même ont poussé le Niger dans les bras, bien sûr, de ces deux pays, de l'AES, ces deux pays avec lesquels le Niger va bâtir, va construire l'AES. Et l'AES, c'est le fruit de la crise tout autour du Niger. Donc, logiquement, en créant l'AES, qui a pour partenaire stratégique, sans doute, la Russie, la Turquie et autres, les États-Unis ne pouvaient pas rester une fois de plus en territoire de l'AES. Donc c'était prévisible, c'était bel et bien attendu. Toujours dans les causes lointaines, les États-Unis ont préféré se concentrer sur leur base militaire au niveau d'Agadez, abandonner les Nigériens aux prises avec les terroristes. Même chose que les Français avaient fait avec le Mali, ce qui a suscité d'ailleurs la célèbre phrase du Premier ministre Choguel Kokala Maïga, un abandon en plein vol. Parce que tout d'un coup, la France a décidé d'abandonner certaines de ses emprises au nord du Mali pour soi-disant venir se concentrer dans la fameuse zone des 3 frontières, sans passer la main aux forces armées du Mali. Une trahison. Une façon de dire Al-Qaïda, ces gens-là ne sont pas préparés, bouffez-les. C'est le même scénario. Les États-Unis ont abandonné toutes les positions, allaient se concentrer vers la base d'Agadez. Mais là, ce que nous allons dire à nos frères du Niger, c'est parce que de l'autre côté, vous avez la Libye aussi. Et les États-Unis veulent contrôler tous les Sahara. Pourquoi ils ont tous ces drones au niveau du Niger? Ce n'est pas pour aider les Nigériens, mais c'est pour surveiller tout ce qui se passe au niveau du Sahel, au niveau du Sahara. Les Français disent avoir mené une opération militaire dans la forêt de l'Abaïzanga au Mali en 2021 à l'aide de drones Reaper. Or, ce sont les Américains qui possèdent de tels drones. Donc, il faudrait savoir qu'en 2021 déjà, avant que le Mali ne se dote des systèmes de défense antiaérienne du niveau actuel, les Américains aidaient les Français déjà dans les opérations dans toutes ces zones. Donc les Américains sont là-bas pour surveiller un peu toutes ces positions et autres. Surtout la Libye. Ils ont la Libye dans le viseur. Toujours dans les causes lointaines, le voyage d'Anthony Blinken. Ça encore, ça n'a pas arrangé les choses. Parce que le Niger allait discuter avec la CEDEAO, lever les sanctions, et les pays de l'Est ne devaient pas, en tout cas, ce n'était pas maintenant de quitter la CEDEAO. Mais quand Anthony Blinken est arrivé en Côte d'Ivoire, il brûle le Niger, il va au Nigeria, il a fait le Cap-Vert, mais ensuite de là-bas, il ne fait que parler du Niger, sans mettre pied au Niger. Donc là encore, il fallait s'y attendre que les Nigériens allaient se révolter et allaient demander la fin de ces mépris en demandant tout simplement le départ des forces armées américaines. Ça aussi, c'était un autre indice et c'était très attendu. Et puis, plus grave encore, pour terminer avec les causes lointaines, elles sont nombreuses, nous avons listé quelques-unes. Les États-Unis étaient au courant de tous les projets de déstabilisation de la France. L'ancien ambassadeur du Niger en France, Sylvain Ité, a voulu publier un livre qui a été interdit par les autorités de la France. Et les quelques pages de ce livre qui ont fuité laissent entendre carrément que la France a sollicité les États-Unis pour attaquer, agresser les forces armées du Niger pour faire libérer Bazoum. Et que la France a demandé aux États-Unis d'aider à mettre en place une coalition sophistiquée pour combattre les forces armées du Niger. Et que la France avait des caches d'armes un peu partout à Niamey, sans doute que les Américains avaient toutes ces informations.
Donc les Américains ne faisant rien, bien sûr, s'exposer à tout cas des représailles de la part des Nigériens qui ne cessent de découvrir. Ça fait à moins de mois ou bien je ne sais pas, quelque temps, on vient de découvrir plus de 3 caches d'armes. Des armes qui sont largement suffisantes pour déstabiliser les forces armées du Niger en présence au niveau de Niamey. Donc là encore, ce n'est pas quelque chose qui allait arranger, puisque les Américains sont censés être là pour aider à combattre le terrorisme. Or, le terrorisme, aujourd'hui, c'est la France qui pourtant reste, en tout cas soutenu par la France, qui reste l'allié clé des États-Unis dans cette situation. Maintenant, ce qu'il faudrait noter dans cette histoire encore, les causes immédiates de ce qui se passe. Les causes immédiates, nous avons la sortie du Niger de la CEDEAO. Ça allait précipiter les choses. Très normal. Parce que le Niger, en décidant de sortir de la CEDEAO et en bossant uniquement avec l'AES, qu'est-ce qu'on attend au retour? C'est très logique. Il fallait s'y attendre. Le Niger ne peut pas être dans l'AES et être le seul pays à avoir des bases américaines. Qu'est-ce que les deux autres pays membres de l'AES allaient penser? Donc, c'est pas bon. Et dans la cause immédiate, il faudra voir la délégation américaine qui est arrivée au Niger sans prévenir, et qui était dirigée par Mme Molefi, qui est sous-secrétaire d'État du côté des États-Unis chargée des questions africaines, qui est venue sans prévenir et qui tenait à rencontrer les présidents du Niger. Mais c'est pas sérieux. C'est comme si on a un vice-ministre des Affaires étrangères du Niger qui débarque aux États-Unis et dit tout de suite, sans prévenir, qu'il veut rencontrer Joe Biden. Mais c'est sérieux ça? Mais c'est pas sérieux, c'est pas respectueux. Voici de tels comportements qu'on demande à ces pays, en tout cas de mettre fin, d'arrêter avec de tels comportements. Mais ce sont des gens qui sont têtus, qui continuent. Et quand ils continuent, ils vont précipiter chaque fois la révolte, la libération, la révolution africaine. Dans la cause immédiate encore, la liste des participants, il faudra voir, c'est Mme Moulifi, c'est son assistante, Mme Wallander, et c'est les commandants, les généraux à la tête d'Africa Corps. Ce sont ces gens-là qui viennent et qui veulent rencontrer tout de suite le président du Niger. Mais c'est pas sérieux. Le commandant d'Africa Corps, c'est comme le commandant d'un corps d'armée. Mais en quoi? Lui, il a quoi? C'est même pas le chef d'état-major des États-Unis, c'est pas le chef du Pentagone. Il n'est pas le ministre de la Défense. Il n'est pas le secrétaire d'État à la Défense. Je ne comprends pas. Il débarque et puis il veut rencontrer un chef d'État. Comme s'il était dans sa cour. Là encore, je pense qu'il n'a pas plaidé en faveur, bien sûr, des Américains. Et dans le futur, il faudrait qu'ils revoient leur copie. Et un pays qui se libère est très sensible à certaines, en tout cas à l'endroit de certaines démarches. Et toujours dans la cause immédiate, le refus, nous avons noté le refus des États-Unis de vouloir imposer, en tout cas d'exiger certains partenaires au Nigérien. C'est-à-dire, les États-Unis refusent, ne veulent pas voir que les Nigériens aient des collaborations avec les Russes ou avec les Iraniens. Ça a été un point majeur de frustration. Et il y a eu un débat où les discussions étaient tendues, ça a chauffé. Et je pense que c'est ce qui même a motivé rapidement la fin de ces pseudo-accords, qui n'étaient même pas un accord, on va y arriver. Donc ça a chauffé beaucoup dans la salle de discussion. Les choses, ça n'a pas fonctionné, parce que les Américains reprochaient aux Nigériens d'avoir des accords secrets avec les Iraniens, avec des Russes, en termes d'uranium. Or, l'uranium du Niger est contrôlé par la France. C'est la France qui a exploité jusque-là. Si on attribue ça à un autre pays, la France est au courant. La France a suffisamment encore de ses agents parmi les personnels qui exploitaient de l'uranium. Donc les gens, la France a encore plusieurs moyens de se renseigner sur le Niger. Donc là, c'est pas vrai, c'est un mensonge. Et un mensonge au nom duquel, quand il était question d'agresser l'Irak, le bombardement du régime de Saddam Hussein, qui a fait des centaines de milliers de morts irakiens, les États-Unis avaient accusé l'Irak de posséder des armes nucléaires, et des armes nucléaires qui étaient soi-disant fabriquées à partir de l'uranium du Niger. Et c'est après toutes ces opérations militaires, après tous ces morts, les États-Unis disent que c'était une erreur. Saddam Hussein n'a jamais disposé d'armes de destruction massive.
et tous ces morts, qui doit payer pour eux? Et tous ces orphelins, qui doit payer pour eux? Au même moment, l'ONU écrit au Mali pour parler des questions des droits de l'homme. Mais bizarrement, du côté des États-Unis, qui disent avoir fait la guerre à un pays indépendant souverain, fait des centaines, plus de 200 000 morts, on dit c'est juste une erreur et puis ça passe. Comprenez c'est dans quoi ce monde est un jungle. C'est la loi du plus fort. À nous autres, c'est pourquoi, dans ma dernière sortie, nous avons conseillé qu'il faut que nous avons surtout exigé que notre libération soit militaire. Et je pense, nous avons pris le soin de lire les commentaires. Nous essayons aussi de nous améliorer. Nous avons constaté avec nos frères que nous étions presque tous unanimes là-dessus. Sauf peut-être un seul individu qui doit être sans doute peut-être un agent de renseignement occidental déguisé, parce qu'ils sont nombreux dans les commentaires, ou quelqu'un, un missionnaire, un Africain qu'on envoie contre les Africains, ou quelqu'un qui n'a rien du tout compris, qui dit non, pas l'armée, c'est le peuple d'abord qui libère. Mais les peuples là, pour que les peuples libèrent là, il faut qu'ils soient protégés. Il faut une armée d'abord pour protéger les peuples. Si vous n'avez pas une armée, quoi que votre peuple dise là, mais ils vont anéantir votre peuple. On vous parle de plus de 400 000, 200 000 morts du côté de l'Irak, plus de 500 000 morts du côté de la Syrie. Et si la Syrie était une véritable puissance militaire, avoir des armes nucléaires, est-ce que la Syrie allait se faire attaquer? Pourquoi la Corée du Nord n'a jamais été attaquée? Et le peuple, oui. Mais pour que la voix du peuple soit protégée, il faut des armes. Ça, c'est clair. Sortons de ce que les Occidentaux nous ont enseigné dans leur école de démocratie. Essayons de comprendre les enjeux réels du monde. Toujours, pour terminer avec les causes immédiates, nous avons vu que cette diffamation sur cette question d'uranium, ça ne passe pas. Donc les Nigériens, en voyant les Américains dire qu'il faudrait rompre coûte que coûte avec les Russes, avec les Iraniens, là, le Niger allait se faire passer pour les maillons faibles de l'AES. Or, ces trois États, personne ne veut montrer qu'il est faible. Donc, logiquement, les Nigériens allaient demander purement et simplement d'arrêter cette collaboration avec les États-Unis. Parce que même le seul fait d'avoir l'armée américaine, de continuer d'avoir des séances de travail avec eux, avec les Américains, ça peut créer des substitutions au nom à l'interne, non seulement au niveau du Niger, mais même au niveau des pays de l'Est et au-delà de l'Est, tous les Africains qui nous soutiennent. Beaucoup ne comprennent pas pourquoi ils sont toujours avec eux. Maintenant, ce qu'il faudrait voir aussi, ce qu'il faudrait intégrer dans l'analyse, c'est cette posture souverainiste que dorénavant le Niger a. Parce que la présence des États-Unis au Niger, c'est une présence légale. Le porte-parole du gouvernement, que je salue au passage, le colonel-major, respectez, recevez mes salutations, il a bien fait de préciser que c'est une présence illégale. Mais qui a rendu cette présence illégale? C'est des régimes des gens qu'on dit démocrates. Ce sont eux. Parce que les États-Unis, c'est après s'être implantés au Niger qu'on a mis la forme en prenant une note verbale. Et c'est tout. Or, si vous lisez la constitution du Niger de l'époque, aucune armée étrangère ne doit être acceptée en territoire du Niger sans suivre une certaine procédure dont l'Assemblée nationale et le Parlement devraient au préalable, avant que les premiers Américains ne mettent pied au Niger. C'est ça qu'on avait dit quand Bazoum était là. Mais les pseudo-démocrates, voulant leur fauteuil, parce qu'ils sont ministres, ils sont présidents, ils sont des directeurs nationaux. Donc ils sont aux frais du contribuable, ils ne veulent pas perdre de tels avantages et se voient supérieurs aux autres Africains. Ils ont tout déformé, ils savent que cette présence est illégale. Et c'est l'armée nigérienne peut se déployer aux États-Unis ou bien en France et ensuite notifier cela par une note verbale. Et dire que bon, maintenant c'est légal. Ça passe pas. Bon, ce sont les pseudo-démocrates, ceux qui se tapent la poitrine. Autre chose, le Niger, dans sa posture souverainiste, ne pouvait pas gommer qu'aucun Nigérien, aucun militaire nigérien, de l'officier subalterne jusqu'à l'officier supérieur, jusqu'aux officiers généraux, que personne ne soit à mesure de lister les matériels américains présents en territoire du Niger. Mais là, c'est avoir une armée qu'on ne contrôle pas. Normalement, quand vous venez dans les pays d'autrui, vous faites l'inventaire de vos matériels. C'est ça la procédure en fait. Mais ce n'est pas le cas. Ils sont venus avec ce qu'ils veulent, personne ne sait ce qu'ils disposent. C'est ce que la France avait aussi ici. Nous, on a vu des conteneurs passer ici, on pensait même que c'était des armes. Déjà, c'était des matériels
pour voler tout l'or au niveau de Kidal et Oud. On nous dit faites la paix, attendez-nous avec ces gens-là. Non, ce sont des rebelles Touaregs. Or, ce ne sont jamais des rebelles Touaregs. C'est leurs gens qu'ils ont fabriqués eux-mêmes. Nous avons vu récemment une vidéo propagande. Ah, nous nous battons pour nos terres. Vous n'avez pas de terres là-bas. Donc c'est faux. Tout ça, c'est du mensonge. Maintenant, autre poste souverainiste qui ne pouvait pas continuer à marcher, à fonctionner, l'armée nigérienne payait les vols de l'armée américaine. C'est-à-dire à chaque fois qu'un avion ou bien un drone américain décollait, c'était aussi aux frais des Nigériens. Oui, oui, souvent c'est les Nigériens qui payent la facture. Mais pour des opérations que les Nigériens ignorent. Or, les Nigériens en difficulté, s'ils sollicitent l'armée américaine, ils ne viennent pas les appuyer. Non, 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 vous n'allez pas les voir en train d'aider l'armée nigérienne au combat, non. Ce n'est pas leur problème. Mais que font-ils dans ces cas là-bas? Une présence imposée, que font-ils là-bas? Et ce sont eux qui sillonnent le monde pour financer la démocratie. Et la démocratie, c'est pour eux venir s'implanter chez les gens sans leur autorisation. Mais quelle est la démocratie qu'on nous enseigne finalement? Nous, on ne comprend rien. Maintenant, les conséquences, au niveau du Niger, elles sont bonnes. Elles sont bonnes parce que c'est une confiance retrouvée, une confiance renouvelée du peuple. On voit dorénavant l'unité des forces armées du Niger, une fois de plus, qui a été renouvelée. Parce que chaque fois, il faut renouveler des notions de confiance. Au niveau du Niger, c'est bien. Les Nigériens eux-mêmes vont défendre. Les touristes vont perdre beaucoup des moyens de renseignement. Puisque c'est vrai que ces gens-là veulent s'implanter chez Alassane Draman Ouattara ou dans d'autres pays encore tout autour. Mais loin du Niger, ça serait un peu compliqué pour eux. Et sachant que le Niger est en train de se doter aussi des systèmes de défense antiaérienne. Donc, quitter un autre pays, les Nigériens ou autres, pour faire des incursions en territoire du Niger, c'est voir leurs drones se faire abattre. Le Mali a déjà abattu quelques drones. Et nous saluons les forces armées du Mali qui hier ont abattu certains missiles. Nous ne savons pas encore, nous n'avons pas encore les informations d'où provenaient ces missiles. Des missiles qui sont entrés dans l'espace et qui voulaient s'attaquer au plus grand camp de l'armée du Mali au niveau des régions du Nord, les camps militaires de Gao. Mais tous les missiles ont été abattus avec succès. Donc là encore, c'est très bien pour le Niger et c'est très bien pour l'AES. C'est une confiance encore renouvelée pour les pays membres de l'AES, sachant que dorénavant, ils ont les mêmes partenaires, les mêmes alliés, les mêmes ennemis. Et là encore, ça renforce l'AES. Et c'est très bien pour tous les pays qui sont en train de nous soutenir en ce moment et se disent finalement, l'AES, c'est fiable, l'AES, c'est crédible. Et je pense que ça va ouvrir la voie à des investisseurs beaucoup plus sérieux. Ici, ça va ouvrir la voie à un développement sûr de l'AES, jeter en tout cas les bases de développement de façon libre. Parce que dorénavant, l'espace AES est nettoyé de toute présence de forces étrangères. Il y a des présences par, comment on va dire ça, indirectes, c'est-à-dire télécommandées, les pseudo-terroristes et autres qui sont des forces spéciales, d'autres pays déguisés, que nous continuons de combattre sur le terrain parce qu'ils veulent nous maintenir dans une situation de non-paix, de non-guerre. Or, nous, on veut dépasser cette situation. Voici en quelques lignes ce qu'on pouvait dire, mais il faudrait noter que la découverte des caches d'armes aussi a beaucoup joué dans ça. Et prochainement, on va parler de la décision, sans doute, si nous n'avons pas un thème qui nous arrive de façon spontanée. Nous devons parler, analyser de la décision de l'œuf qui veut combattre la pierre. L'œuf qui veut combattre la pierre, vous savez, on dit en Bambara, ni Kroup Bena Chefaga Chefan Beti, Chefa Binara Krouga Chefan Beti. C'est-à-dire quand l'œuf tombe sur la pierre, c'est l'œuf qui s'écrase. Si la pierre tombe sur l'œuf, c'est encore l'œuf qui s'écrase. Emmanuel Macron, l'œuf, veut défier le président Vladimir Poutine qui est la pierre. Et je ne sais pas s'il n'a pas pris conseil auprès de Sarkozy, mais dans un prochain numéro, nous allons essayer d'analyser et de décortiquer la teneur de cette sortie hasardeuse de M. Emmanuel Macron. Nous vous remercions, à très bientôt.